La première vérité qu'il faut normaliser, c'est que vous allez probablement fonder plusieurs entreprises avant de trouver une qui fonctionne. En général, quand on se lance, on se dit ça y est, ça c'est notre projet pour la vie qui va nous rapporter des millions. Mais vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs que je rencontre moi personnellement qui me racontent leur histoire en commençant par « Ah, j'ai lancé X, mais j'ai fait faillite. Puis, j'ai eu l'opportunité de créer Y. Personne n'a acheté mes produits. Alors, un jour, j'ai eu l'idée de créer Z et maintenant, ça va, je gagne ma vie, tout roule. » Si vous décidez d'entreprendre, soyez OK avec le fait que vous allez emprunter un chemin dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Vous allez devoir l'emprunter à l'aveugle, mais en gardant confiance que tôt ou tard, il vous amènera à bon port. Alors, il faut aussi normaliser le fait qu'il faille se planter pour réussir. Parce que forcément, on ne connaît rien de ce que la vie nous réserve vraiment. Ce qui fait qu'on réussit rarement du premier coup. La seconde vérité à normaliser, c'est que il n'y a pas d'âge pour réussir, entre guillemets, ou alors il n'y a pas d'âge pour se trouver dans la vie. On vit à une époque où on a la chance de pouvoir se créer une carrière professionnelle très jeune parce que Internet offre des opportunités incroyables et ne demande pas de diplôme. Internet ne vous demande pas votre âge, ne vous demande pas votre background, ne vous demande même pas si vous avez du réseau. Il vous fournit le réseau. On vit de moins en moins dans un monde où on a besoin d'attendre, de rencontrer quelqu'un d'influent, puis qu'il nous laisse une chance. En 2023, on est tous égaux devant les algorithmes. Et donc, le résultat est qu'on voit de plus en plus de jeunes chefs d'entreprise qui juste kiffent leur life. Et donc, si on voit ça, qu'on a passé la trentaine et qu'on est au chômage ou qu'on est en CDI, toujours coincé dans une boîte qu'on déteste, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Soit je travaille pas assez, soit ces jeunes sont plus intelligents que moi parce qu'ils ont compris quelque chose que moi je ne sais pas. Ce n'est rien de tout ça. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, vous pourriez décider aujourd'hui de passer le reste de votre vie à apprendre ce que ces autres personnes ont compris et ce serait OK. La dernière fois, je suis tombée sur la vidéo d'une coach spécialisée en troubles de stress post-traumatique, je crois. Pourquoi YouTube m'a recommandé ça? Mais bon, la vidéo portait sur une lettre qu'une de ses abonnés lui avait envoyée. Une lettre où elle parlait de choses difficiles vécues dans son enfance qui lui ont fait développer des traumas se manifestant à l'âge adulte par tout un tas de comportements autodestructeurs comme l'auto-sabotage perpétuel de sa vie, une chose qu'on commence à bien connaître sur cette chaîne. Et donc, toujours dans cette lettre, l'abonné constatait avec tristesse qu'elle avait 34 ans, qu'elle était toujours célibataire, qu'elle ne savait même pas si elle aimait vraiment son travail. En gros, la ramasse totale selon les codes de notre société actuelle et également de son point de vue à elle. Mais fallait voir l'espace commentaire rempli de tous les gens de 60 ans et plus raconter leur histoire. Certains qui se sont construits une carrière professionnelle à 50 ans sans avoir eu aucun job stable auparavant. Une autre qui racontait, ah bah moi je me suis retrouvée mère célibataire et grand-mère à 50 ans. Du coup, je me suis dit, bon bah c'est le bon moment pour savoir qui est-ce que je suis vraiment. À 50 ans, genre. Vous imaginez ça? Est-ce que ces histoires-là, elles valent moins que j'ai 23 ans, j'ai 3 entreprises et je suis millionnaire? Et d'ailleurs, qui juge de la valeur de l'histoire de votre vie? Vous-même. Et vous la dépréciez sans arrêt, au nom de la comparaison, au nom de tout un tas de choses qui n'en valent absolument pas la peine. Il faut normaliser le fait qu'un entrepreneur ou qu'un chef d'entreprise n'est pas toujours le mec de 45 ans qui a son bureau en plein centre-ville avec ses 150 employés. Je vais vous dire, les entrepreneurs sont des gens drôles, mais c'est parce qu'ils sont humains. C'est-à-dire que beaucoup entreprennent parce qu'ils n'ont pas envie d'être mis dans une case. Ils ne se retrouvent pas dans les codes du salariat. Mais quand ils créent leur entreprise, ils trouvent encore le moyen de se retrouver dans d'autres cases qui leur conviennent pas. Un seul format possible, créer une start-up, faire une levée de fonds dans les 3 ans, prendre un bureau, on mettra un baby-food, plus c'est gros, plus c'est mieux. Et tout le monde suit ce modèle plutôt que de se demander qu'est-ce qu'il veut vraiment. Si vous êtes entrepreneur, vous avez l'opportunité de créer une vie selon le schéma que vous désirez. Il n'y a pas de trame à suivre coûte que coûte et il n'y a pas de honte à être différent des autres. On peut être solopreneur, on peut être mompreneur, on peut être introverti, je veux voir personne preneur. Et en parlant de ça, je vais vous raconter un truc qui m'a fait trop rire récemment. Je suis allée à une soirée entrepreneur organisée par un youtubeur, c'était trop bien. Et là-bas, j'ai rencontré le bras droit d'un formateur en ligne populaire sur Internet. Moi-même, j'ai acheté une de ses formations. Et avec son bras droit, on en est venu, je sais pas comment, à parler des différents types de profils de chefs d'entreprise. Et il me racontait que le formateur en question, c'était pas le plus doué, ou plutôt, c'était pas le plus intéressé par les relations sociales
social en général. Il me disait qu'il avait une équipe de personnes donc qui travaillent toutes à distance et une fois pour fédérer cette communauté, il a eu l'idée de les inviter à passer une semaine à travailler ensemble dans des bureaux qu'il avait loués. Sauf que de la semaine, lui-même n'est jamais allé dans le bureau en question ou alors il est juste passé une fois. Donc en gros, c'est la semaine où tout le monde doit se retrouver, il met tous ses employés quelque part et lui-même il y va pas, il continue de bosser en solo. Cette histoire, elle m'a fait trop rire parce que c'est complètement une chose que je serais capable de faire moi. Sauf que avant d'avoir cette conversation, je me disais que c'était pas conventionnel et que c'était pas bien. Donc pendant longtemps, je me suis forcée à suivre un schéma habituel du si tu travailles avec quelqu'un, vous devez vous retrouver toute la journée à brainstormer dans un coworking et juste ça m'allait pas. J'étais épuisée par toutes ces interactions sociales et j'arrivais pas à bien tenir un rôle de manager. Donc, dans cette soirée-là, j'ai ouvert les yeux. Peu importe qui vous êtes, il y a d'autres personnes qui vous ressemblent et qui sont compatibles avec votre façon de travailler. Il suffit d'être clair dès le départ sur qui vous êtes. En tant que chef d'entreprise, c'est vous qui instaurez la culture de votre entreprise. Parce que inviter ses employés spécialement pendant une semaine pour se retrouver dans un bureau, sachant que tout le monde travaille habituellement à distance et dans des pays différents, et soi-même ne jamais aller dans le bureau, ça peut choquer certaines personnes. Regardez même vous, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a qui se disent « Ah non, mais moi je ferai jamais ça, ou alors je pourrais pas travailler avec quelqu'un comme ça. » Mais l'employé qui me racontait ça, il était en mode « Bah non, chez nous c'est comme ça, on connaît notre employeur, on sait comment il fonctionne, et c'est de cette façon que pour nous ça marche le mieux, on l'accepte. » Donc la prochaine fois que vous voulez recruter quelqu'un dans votre équipe, prévenez. « Écoute, moi je suis pas la meuf que tu vas voir tous les jours parce que je préfère bosser à distance. Ou alors, moi, si je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin qu'on soit collé H24, enfin H24 heures de bureau, quoi. » Mais en 2023, vous pouvez plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps. Il faut normaliser le fait de ne pas savoir. Quand vous appelez un labo et qui vous dit « Ok, combien de pièces par référence ?» et que tout de suite c'est la panique dans votre tête parce que vous êtes en mode « C'est quoi pièces par référence ?» Mais dans le même temps, vous devez garder un air professionnel et faire semblant de trop savoir de quoi on vous parle. Moi, parfois, il y a des choses que je ne comprends pas, mais comme je suis toujours devant mon ordinateur, pendant que la personne est au téléphone, je tape sur Google. Et comme je veux pas qu'elle entende que je suis en train de taper sur mon clavier, je tape tout doucement avec un doigt, comme ça. Et pendant ce temps-là, je suis en mode « Oui, pièce par référence, bien sûr, ensuite... » Mais ça encore, c'est une chose. Moi, ce que je voudrais qu'on normalise le plus, c'est le fait de ne pas connaître toutes les démarches administratives de la Terre. Non, je ne savais pas qu'il était obligatoire de remplir le formulaire 459 tous les soirs de pleine lune pour recenser les actifs de ma société. Moi, j'ai travaillé dans l'administration à un moment de ma vie et je peux vous dire... Nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas pourquoi on fait les choses. En fait, c'est qu'il y a des process qui sont là, qui sont établis, et tu es obligé de les suivre. Sauf que parfois, ça n'a aucun sens. Genre, parfois, vous devez demander à une personne de remplir un formulaire pour lui remettre un autre formulaire qui contient des informations qu'il a renseignées 3 mois plus tôt. Et si vous ne faites pas comme ça, vous n'avez pas suivi la bonne procédure et c'est vous qui avez des problèmes après. Bon, c'est vrai que je caricature un peu, mais c'est ce genre de bail-là, vous voyez. Vous savez très bien que ce que vous faites n'a aucun sens. Alors comment vous voulez que les autres comprennent ce qu'il y a à faire ? Donc les gens dans leur bureau qui vont vous dire « Ah bah, fallait se renseigner madame, meuf, excuse-moi, tu sais le nombre de choses sur lesquelles je dois me renseigner par jour, c'est normal que je rate des infos. » Et ok là, j'ai fait une erreur, bon d'accord, ça arrive, dis-moi juste comment est-ce que je peux arranger les choses, ce sera une meilleure utilisation de notre temps à tous. Il faut normaliser le fait que ce soit long. Ça fait 3 ans que vous travaillez à la concrétisation de votre projet. Oui, bon, il y a des choses que vous auriez pu faire différemment. Il y a plein de choses que vous auriez pu mettre en place pour aller plus vite. Mais naturellement, entreprendre, ça prend du temps. Tout prend tellement de temps. Créer son produit, avoir une audience solide sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Et oui, certains éternuent et ils gagnent des millions et ils ont une entreprise hyper structurée où tout vous semble parfait. Et déjà non, laissez-moi vous dire, ce n'est jamais parfait. Et même parfait, c'est un grand mot. Ce n'est jamais aussi bien que ce que vous imaginez. Mais quand bien même, quelle proportion ces gens-là représentent sur l'entièreté de la communauté d'entrepreneurs ? Pas beaucoup. Il faut normaliser que tout ne roule pas tout le temps. Parfois, vous faites des choses, ça marche, vous êtes heureux. Le lendemain, vous faites les mêmes choses, ça ne marche pas. Vous remettez en question toute votre vie et vous êtes au bout du rouleau. Si vous vous laissez prendre dans cet ascenseur émotionnel, vous allez vous user car il est assez difficile à vivre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter que tout ne va pas rouler tout le temps et ne pas vous emballer. C'est-à-dire profiter des victoires, oui, mais ne pas devenir euphorique à dire « Ah, ça y est, maintenant, j'ai tout compris, j'ai tout réussi, je vais plus jamais vivre de galère. » Bah non, c'est faux. Peu importe votre stade d'avancement, vous allez toujours avoir des problèmes. Ça s'appelle la vie. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est ne pas vous laisser atteindre par les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut normaliser le fait qu'on puisse pas tout porter sur nos épaules.
Il y a des choses hors de notre contrôle, on peut juste prier pour que ça s'arrange. Et si ça s'arrange pas, c'était pas pour nous. Next. Le prochain point est un peu touchy, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, vous me direz ça. Mais il faut normaliser que des gens ne croient pas en votre projet ou que des personnes que vous connaissez n'achètent pas chez vous. Et quand je dis normaliser, ça veut pas dire que c'est normal ou que c'est pas grave. Ça reste dommage, mais il faut arrêter d'en faire des excuses. Le nombre de porteurs de projets qui m'ont dit « J'arrive pas à avancer parce que ma famille ne croit pas en moi ». Ok, mais c'est quoi le rapport avec toi ? Non mais vraiment, c'est toi qui dois travailler, non? C'est pas eux. Donc c'est quoi? Attention, je suis pas en train de minimiser la chose. Ne pas avoir de soutien de son entourage, c'est difficile. Mais en quoi c'est ça spécifiquement qui vous bloque? Oui, il y a des gens qui ne vont pas croire en votre projet. Il y a des gens qui vont pas croire en vous-même. Il y a des gens qui vont attendre de voir vos efforts avant de vous faire confiance et de vous soutenir. Et peut-être même qu'à leur place, vous réagiriez pareil. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas ou que vous leur souhaitez du mal. Ça veut juste dire que vous avez vos propres peurs, vos propres problèmes et que considérant cela, vous ne feriez pas le choix de créer votre entreprise. Mais c'est vos problèmes, c'est pas ceux de la terre entière. D'où ma question de départ, les gens ne croient pas en vous, ok, mais c'est quoi le rapport avec vous ? Et oui, vous allez sortir vos produits et des gens de votre entourage continueront d'acheter chez la concurrence. Ça, les entrepreneurs s'en plaignent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je vais vous dire, c'est quelque chose qui ne m'a jamais touchée. J'ai plusieurs amis qui achètent aujourd'hui chez moi, d'autres qui le faisaient pas avant, d'autres qui l'ont toujours fait, et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Mais jamais je vais aller trouver quelqu'un pour lui dire « on se connaît, donc forcément il faut que tu achètes chez moi », comme si c'était un peu un dû. Je me suis au contraire posé la question de qu'est-ce qui fait que cette personne, malgré la solution que je lui présente, choisisse d'acheter quand même ailleurs? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est mon produit qui lui sied pas? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Parce que c'est vrai que la logique voudrait que s'il y a une solution qui nous est présentée, qui est à proximité, qui vient d'une personne qui nous est fiable, on veuille acheter chez lui. Donc, si j'ai vraiment bien pensé ma solution, que j'ai bien travaillé ma différenciation, que j'apporte une proposition de valeur qui est unique, personne de mon entourage ne devrait résister à mon offre. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui sont juste malveillantes et qui ne veulent pas vous soutenir? Oui, sûrement. Mais encore une fois, moi, c'est pas mon problème. Et l'antagonisme de nos énergies fera bien assez tôt qu'on ne se fréquentera plus. Voilà. Dites-moi quel est votre point de vue sur ce point-là et quelles sont les choses, selon vous, qui devraient être normalisées en entrepreneuriat.